Bienvenue dans le débat. Il est consacré au Venezuela avec l'image du jour. Nicolás Maduro arrivant au tribunal de New York. La comparution de Nicolás Maduro devant un juge fédéral a eu lieu à 18h, heure française. Maduro a plaidé non coupable et il a affirmé qu'il était toujours le président de son pays. Il a dû répondre de 4 chefs d'accusation de trafic de drogue ainsi que de détention d'armes automatiques. Trump a menacé la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez qui assure l'intérim. Elle doit se soumettre aux demandes des États-Unis. Sinon, nous attaquerons une seconde fois, a affirmé Trump dans son avion alors qu'il quittait Miami pour retourner à Washington. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a ajouté que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'occuper ou d'administrer le Venezuela, mais qu'ils dicteront la politique de Caracas. Trump a également prédit que le régime de Cuba tomberait. Alors que va-t-il se passer maintenant au Venezuela? Que veut Trump? Jusqu'où ira-t-il dans ses interventions extérieures? Quel impact politique aux États-Unis? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Andreina Flores. Bonsoir Andreina, journaliste Stéphanie, vénézuélienne à RFI. Bienvenue dans le débat. Aïssegül Sört, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là Aïssegül, journaliste turco-américaine, également professeure affiliée à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Bienvenue dans le débat. Paul Cabanis ce soir est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur indépendant. Maduro, du socialisme à la dictature, qui est disponible sur arte.tv jusqu'au 15 février. Votre prochain documentaire sera accessible également sur arte.tv dès jeudi et diffusé donc samedi à 18h50 sur Arte. Son titre, Venezuela, les bastions de Maduro face à Donald Trump. Et bien, bienvenue dans le débat. Nous avons Frédéric De Sagno en direct avec nous, ancien ambassadeur du Venezuela de 2013 à 2017. Bonsoir à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être là. Bonsoir à vous. Ambassadeur au Venezuela, pas du Venezuela. Ambassadeur au Venezuela, bien sûr. Pardonnez-moi, je rectifie tout de suite. Merci en tout cas de participer au débat. L'image du jour, c'est bien sûr celle de Nicolás Maduro, qui a été présenté devant un juge fédéral aux Nations Unies, à New York, excusez-moi. Vous voyez là la voiture de Nicolás Maduro, donc, qui est sortie du tribunal pour retourner à la prison de Brooklyn. Auparavant, donc plus tôt aujourd'hui, on l'a vu apparaître Nicolás Maduro descendre donc d'un véhicule et aller donc au tribunal de New York. Il a dû répondre de 4 chefs d'accusation, trafic de drogue ainsi que détention d'armes automatiques. Il a plaidé non coupable, je le disais, et il a affirmé également qu'il était toujours président du Venezuela. Andreina Flores, votre réaction d'abord, on peut dire que c'est une première pour le Venezuela, ce qui se passe? C'est une première, oui. Il faut dire que pour la plupart des Vénézuéliens, voir Nicolás Maduro, qu'on considère, je suis désolée, un criminel, un dictateur, le voir comme ça, comparaître devant la justice américaine, c'est quand même un premier pas vers la récupération de la démocratie et la liberté au Venezuela. Mais c'est comme ça qu'ils l'interprètent en majorité dans le pays. Je pense que oui. Il faut rappeler que aux élections de juillet 2024, le candidat de l'opposition a obtenu presque 70%, et ça montre un rejet complètement radical, je dirais, contre Nicolás Maduro. Donc il y a une forme de soulagement. Il y a un soulagement, il y a même de la joie. Mais attention, parce que c'est pas tout à fait la joie, parce qu'il y a une incertitude aussi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a Delcy Rodriguez qui a assumé justement la présidence par intérim. Il y a Diosdado Cabello qui est considéré le numéro 2 du chavisme, qui est toujours sur place. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, est toujours sur place aussi. Donc c'est le clan Maduro. Alors voilà, exactement. Donc la tête du système, oui, a été dégagée, si vous voulez, mais les membres de son équipe sont toujours là. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement de régime? Non, pas encore. C'est la question qu'on va se poser. Paul Cabanis, c'est une première pour le Venezuela, mais pas pour l'Amérique latine. Il y a le cas de Noriega, l'arrestation de Noriega donc au Panama par Bush père, 1989. Est-ce qu'on peut faire le parallèle? Je pense que pour l'Amérique latine et les relations avec le voisin les États-Unis, il y a eu beaucoup de cas. Pas que Noriega, on peut remonter un peu plus en arrière au Chili ou au Brésil si on remonte bien plus en arrière, mais d'intervention des États-Unis sur les gouvernements latino-américains. Après, pour rebondir sur ce que disait Andreina sur ce pouvoir chaviste qui est encore là, nous, c'était vraiment le sujet du documentaire qu'on a tourné, quand on a commencé à tourner en novembre, de se demander qui sont les 30% qui soutiennent encore Maduro et qui les font tenir, quoi.
Et c'est ce qu'on est allé chercher, de voir comment il s'organise, pourquoi ce pouvoir n'est pas esselé au fur et à mesure des années, pourquoi il arrive à tenir. Et c'est ce qu'on découvrira dans le reportage ce samedi, c'est qu'il y a un vrai système chaviste qui est verrouillé dans le pays par une minorité, mais qui est toujours en place et qui tient la population aujourd'hui. Et c'est ce système chaviste finalement soutenu par Donald Trump et cette intervention militaire, parce qu'il n'est pas question pour l'instant, en tout cas, de ramener la prix Nobel vénézuélienne. Non, surtout que pendant la conférence de presse qu'il a fait ce week-end, il a dit que c'était une dame sûrement assez sympathique, mais qu'elle n'avait pas en un sens les épaules pour tenir le leadership du pays. Moi, j'ai une vision un petit peu plus différente, c'est-à-dire que quand vous parlez de la récupération de la démocratie, qui sont vos mots, moi, je n'ai aucun exemple devant moi dans l'histoire de la politique internationale où la démocratie a été instaurée par un autre pays qui est venu dans un autre. Donc, moi, ce soulagement, qui est un autre mot que vous avez, et cette joie que vous avez, moi, au contraire, c'est plutôt une inquiétude qui me prend. Là, on est en train de vraiment... Depuis un an que Trump est revenu au pouvoir, on est en train de dire que nous sommes dans un nouveau monde, dans un nouvel ordre mondial. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est un petit peu open bar. C'est-à-dire que là, on est en train d'ouvrir, pas du tout à la démocratie, mais nous sommes en train d'ouvrir tout ce que la Chine peut faire au Taïwan. Nous sommes en train, depuis 3 ans, de dire que il ouvre la boîte de Pandore. Oui, mais ce que on dit que Poutine, ce qu'il est en train de faire en Ukraine depuis 3 ans, est contre la loi internationale. Mais bien sûr, quand ce sont les États-Unis qui font ça dans un autre pays, on le laisse faire parce que c'est supposé être la grande démocratie mondiale. Sous Trump, c'est pas le cas. Et dernière chose, vous avez mentionné Noriega en 89. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a une énorme différence. C'est que même si c'est vrai que aux dernières élections au Venezuela, ça a été volé par le soi-dit président et que c'était pas lui qui avait gagné, c'était quand même, selon la loi internationale, quelqu'un qui avait le titre de chef d'État, tandis que Noriega n'a jamais été élu en temps. Il était un chef de commandant. C'est-à-dire que c'est là où on va parler aussi de la légitimité, parce que l'un des arguments que les Vénézuéliens qui sont aujourd'hui à New York vont utiliser, c'est que si c'est un président, il a l'immunité et donc dans ce cas, il peut pas comparaître dans un procès à l'international. Frédéric de Sagno, vous qui avez été ambassadeur donc, au Venezuela, cette image de Maduro qui entre au tribunal, est-ce qu'elle est un point de bascule de la politique de Trump en Amérique latine ? C'est clairement une mesure extraordinaire et une situation extraordinaire que de voir un chef d'État étranger, quelle que soit sa légitimité, capturé et enlevé par un gouvernement, et qui plus est celui des États-Unis. Donc c'est effectivement quelque chose de sidérant. Vous aurez remarqué que Nicolás Maduro a décidé de plaider non coupable. Il y avait 2 choix stratégiques dans sa défense, qui étaient de soit plaider coupable et peut-être trouver des arrangements, soit plaider non coupable. Ce qu'il a fait est probablement que ses avocats vont plaider effectivement son statut de chef d'État qui lui confère une impunité, et également vont plaider l'illégalité. C'est clairement une violation du droit international à laquelle se sont livrés les États-Unis. L'illégalité, hors de toute procédure de coopération judiciaire internationale ou bilatérale entre 2 États, de sa capture et de son enlèvement. Donc effectivement, on est dans une situation très singulière. On parle peu de transition. Le régime a été décapité, comme l'a dit l'un de vos invités, mais il y a une présidente par intérim. L'Assemblée nationale s'est réunie ce matin, a élu son président. Le fonctionnement des institutions a l'air de continuer, et on remarquera également que les Américains ne font pas de l'organisation d'élections, et donc d'une transition via un processus d'élection libre, juste et transparente, une de leurs priorités. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est bien sûr la question qu'on se pose. La vice-présidente a été nommée dirigeante par intérim, et sur Instagram, Delcy Rodriguez a affiché sa volonté de coopérer avec les États-Unis dans le cadre de relations équilibrées et respectueuses fondées sur l'égalité souveraine et la non-ingérence. On va écouter Donald Trump. Ne me demandez pas qui est aux commandes, car je vais vous donner une réponse qui sera très controversée. Cela signifie que nous sommes aux commandes.
Andrina Flores, vous parliez de démocratie. Qui est aux commandes aujourd'hui au Venezuela? Est-ce que l'administration Trump discute en particulier avec Delcy Rodriguez, qui, d'après le Financial Times, était déjà en train de discuter même avec l'administration Biden? Donc ce clan Maduro, finalement, est en tractation aujourd'hui? Apparemment, c'est Delcy Rodriguez qui est aux commandes maintenant. Et oui, effectivement, la Cour suprême de justice l'a nommée comme présidente par intérim. Donald Trump a dit oui, on a une voie de communication directe avec Delcy Rodriguez parce que c'est elle qui contrôle la force armée, c'est elle qui contrôle les institutions, les ministères et voilà tout ce qui est l'appareil de l'État. Et je pense que maintenant, c'est elle. Alors, ce qui surprend, disons, à une bonne partie des Vénézuéliens, moi-même, c'est que María Corina Machado, par exemple, le prix Nobel de la paix, et Edmundo González Urrutia, il ne faut pas l'oublier, mais on l'oublie souvent, à qui les ont été volés. Voilà, exactement, qui a été le président élu en juillet 2024. Ils ont été complètement écartés, ou au moins pour l'instant. Peut-être pour une deuxième étape, on va les appeler, mais là, tout de suite, la communication est avec Delcy Rodriguez et María Corina Pourquoi, à Machado. votre avis, ont-ils été écartés? Bon, et je pense que la réelle politique s'impose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est elle qui est déjà sur place parce que María Corina Machado n'est pas au Venezuela, Edmundo González est en Espagne aussi, et aucun des deux contrôle tous les secteurs que j'ai déjà mentionnés. Les forces armées, les ministères et tout ce qui fait fonctionner l'État. Donc, je pense que c'est elle qui commande tous ces secteurs en ce moment. Et je pense que, voilà, pour éviter aussi que les forces armées se soulèvent, par exemple, ou qu'il y ait une explosion armée ou des protestations, etc., enfin, que la paix soit, qu'il y ait une rupture, si vous voulez, de la paix sociale, je pense que, Delcy Rodriguez est en ce moment la personne indiquée. Paul Cabanis. J'ai du mal à le dire, quand même. Vous avez du mal à le dire. Je vois Paul Cabanis. J'ai du mal à le dire. Quelle est sa marge de manœuvre? Parce que d'après le Financial Times, elle a participé aux discussions même avec Chevron, la compagnie américaine pétrolière, pour qu'elle revienne dans le pays. Elle négocie en ce moment avec l'administration Trump sur les conditions justement d'extraction du pétrole vénézuélien. Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente, maintenant devenue présidente par intérim, c'est une habituée des négociations. Elle et son frère Jorge, qui est le président réélu maintenant de l'Assemblée nationale. Les deux ont été toujours les négociateurs de Nicolás Maduro, que ce soit avec l'Union européenne. Jorge Rodriguez était venu à Paris il y a 3 ans, en marge du Forum pour la paix, et, dans des réunions qui étaient plus ou moins secrètes. Il n'était pas sur la photo de famille du Forum de la paix, mais il était quand même là, quoi. C'est-à-dire qu'on parle d'une Delcy Rodriguez qui, elle, négociait avec Bruxelles ou en Espagne, qui sont habitués à avoir cet échange avec les pays occidentaux. Aujourd'hui, quelle va être sa marge de manœuvre avec Donald Trump? Qui dirige véritablement? Aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Enfin, on imagine une Delcy Rodriguez qui est une chaviste dure. Hein. On parle de quelqu'un qui c'est pas une souple du tout. Oui. Comment elle peut accepter aujourd'hui, vis-à-vis de sa base politique aussi, et je pense vis-à-vis d'elle-même, d'accéder aux demandes de ceux qu'ils appellent l'empire américain? Ça paraît complètement fou, en fait. Et je pense qu'après, Delcy Rodriguez, elle a un jeu d'équilibre à jouer, parce que sous elle, dans la base chaviste, il y a non seulement l'armée, mais il y a beaucoup de groupes armés non étatiques aussi qui sont très importants au Venezuela. Pour la petite anecdote, exactement. Collectivos, donc exactement. Pour la petite milice. Ce matin, je recevais des images de mes collègues qui tournaient hier dans Caracas, où il y avait une manifestation appelée une manifestation du chavisme qui demandait le retour de Maduro. Cette manifestation, les gens étaient un peu sidérés au début, donc il n'y avait pas trop de monde. Et au fur et à mesure, ce qui est impressionnant dans les images, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, on a vu cette manifestation se massifier, donc plusieurs milliers de personnes, c'est certain, dizaines j'en doute, mais plusieurs milliers. Et en marge des manifestations, on a vu des cortèges de motos passer avec des armes automatiques, des gens qui exhibaient leurs armes pour dire « nous sommes dans la rue, nous sommes là, si jamais vous ne nous écoutez pas, on fera valoir notre révolution, on va la protéger, même si on doit mourir pour ». On est dans ce degré de radicalisation dans la base chaviste. Donc Delcy Rodriguez... Donc ça peut basculer dans la violence, c'est ce que vous dites? Ça peut. Delcy Rodriguez, elle doit arriver, j'imagine qu'elle doit arriver à ne pas créer un embrasement dans le pays,
tout en acceptant les demandes de Donald Trump, parce que les menaces de Donald Trump sont très claires. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont prises très au sérieux, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une semaine. Donc ça peut basculer dans la violence, Aïs Gulsort. Donc on est très loin du regime change dont vous parliez il y a un instant sur le plateau. Là, ce n'est pas. Ah non, non, non. On n'est pas dans un cadre. Ce n'est même pas exactement l'intervention en Irak où il s'agissait de changer de régime. Pour W. Bush, là, c'est encore autre chose. C'est même pas comparable à mon humble avis, parce que même pour l'Irak en 2003, même si c'était des arguments absolument faux qui ont été présentés aux Nations Unies, il y avait quand même une alliance internationale de ces pays avec les États-Unis comme l'Angleterre qui était allée en Irak. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ce week-end, c'est une opération violente, illégale, illégitime, une agression d'un pays sur un autre. Et non seulement c'est illégitime selon le droit international, c'est aussi illégitime selon la Constitution américaine, parce que normalement, Donald Trump aurait dû présenter ça au Congrès américain afin de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous posez la question de qui dirige aujourd'hui le Venezuela, oui, c'est vrai que c'est une question de transition qu'on est en train de voir. Mais ce que Paul a dit est très juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'elle est la vice-présidente devenue présidente, plutôt qu'être une fervente Maduro, elle est une fervente chaviste. C'est-à-dire que le clan, je pense que le clan Maduro est en train d'être délaissé, même s'il a commencé à ses débuts avec Chavez, est en train d'être délaissé. Même le New York Times, par exemple, avait un excellent papier ce matin en disant que comme le CIA américain, donc les forces d'information, avaient quelqu'un à l'intérieur du clan, à l'intérieur de Maduro, ils se demandaient même, parce qu'ils ont pu savoir exactement avec qui il était à quel moment, si ce n'était pas la vice-présidente qui aurait fait l'histoire un peu mythique à la mythologie, que c'était elle, en réalité, la source des Américains. C'est une question qu'on se pose. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Oui. Mais pour qui dirige, il y a quelque chose qui change, que je vois très intéressant. Quand j'ai regardé la conférence de presse ce week-end de Donald Trump avec Marco Rubio et Pete Hegseth, il a utilisé 12 à 15 fois, j'ai compté, que c'était les États-Unis qui allaient décider de ce qui se passe aujourd'hui. Tandis que Marco Rubio, dans d'autres interviews qu'il a données par la suite jusqu'à aujourd'hui, il a un petit peu changé sur rhétorique et il disait, bien sûr, oui, bien sûr que ça ne va pas être les Américains, nous allons mettre des embargos, mais bien sûr que ça va être les Vénézuéliens qui vont décider ce qui se passe au Venezuela. Donc en réalité, qui dirige quoi est une question que même les Américains se posent actuellement. Donc une forte incertitude. La réaction d'Emmanuel Macron sur X le 3 janvier a fait réagir, car en fait, le président français s'est réjoui de la chute de Maduro. On va voir sa réaction sur X sans évoquer le droit international, qui en revanche a été évoqué par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui lui a affirmé que l'utilisation de la force devait être encadrée par des règles. Il y a une rectification aujourd'hui donc de la porte-parole de l'Élysée. Frédéric Desagneaux, quelle est votre réaction face justement au message sur X d'Emmanuel Macron ? Je ne vais pas commenter les déclarations du président de la République. Il faut voir l'ensemble des déclarations qui ont été faites depuis samedi par les autorités françaises. Et la dernière en date, c'est celle de notre représentant permanent au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, qui a clairement qualifié l'opération américaine de non conforme et d'infraction à la loi internationale qui était le pilier de notre ordre mondial. Donc voilà la position. Le fait est qu'il y a eu violation du droit international. Le fait est que le régime est en train de se succéder à lui-même. Il a été décapité, mais il a remis en selle une présidente. Et pour revenir sur le sujet précédent, elle est dans une situation très, très inconfortable parce qu'effectivement, le régime vénézuélien est traversé de courants divers et variés, mais surtout intéressés et unis par le souci de garder le pouvoir et d'en tirer les bénéfices. L'armée, naturellement, a des piliers du système parce que même s'il est dans un piètre état en termes de matériel, de discipline, d'efficacité, elle bénéficie, au moins plusieurs et de nombreux cadres de la hiérarchie militaire bénéficient là aussi de prébendes, de la corruption, etc. Vous aurez noté que le département d'État a fait savoir qu'il était prêt
si le président Trump le décidait, à rouvrir son ambassade à Caracas, qui est fermée depuis plusieurs années. Et donc, cela signifie qu'il y a si ce n'est actuellement des canaux de communication, on peut en établir très rapidement. Et effectivement, il y a un petit décalage entre ce qu'a dit Donald Trump et ce qu'a dit Marco Rubio, qui, lui, affirme que les États-Unis sont prêts à coopérer avec un gouvernement vénézuélien qui, je cite, prendrait les bonnes décisions. Donc voilà, est-ce que Delcy Rodriguez et le régime vont se soumettre et se livrer à une inflexion de la politique vénézuélienne, anti-impérialiste, socialiste, autoritaire, etc. Rien n'est moins sûr. Mais je dirais les événements de samedi montrent que les Américains ont des moyens de pression et que là, ils n'ont pas hésité à passer à l'acte. Donc, ils ont des moyens de pression et des menaces qui peuvent peser sur le nouvel exécutif vénézuélien. Hydronia Flores, est-ce qu'effectivement ces moyens de pression vont faire que ce clan finalement de Maduro va rester au pouvoir et courber les chines, c'est-à-dire accepter par exemple des conditions sur une sorte de mise sous tutelle des champs pétroliers, parce que finalement le pétrole, il a dit clairement Donald Trump que c'est ce qu'il souhaitait, augmenter la production pétrolière pour pouvoir en exporter beaucoup plus et finalement faire en sorte que la Chine ne soit plus le seul acquéreur. Oui, effectivement. Au niveau international, il y a l'impression que les États-Unis vont débarquer sur le sol vénézuélien et qu'ils vont prendre tout le pétrole vénézuélien, ils vont devenir encore plus riches. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que l'industrie pétrolière du Venezuela est en ce moment presque détruite. Et pour obtenir un bénéfice de l'industrie pétrolière vénézuélienne, il faut mettre beaucoup d'argent. Enfin, les calculs sont plus ou moins autour de 120 milliards de dollars au cours de 10 ans pour récupérer l'industrie pétrolière vénézuélienne et pouvoir commencer à justement obtenir ces bénéfices. Donc les compagnies pétrolières pourraient hésiter à faire ces investissements? Oui, je pense que oui, effectivement. Et là, par exemple, on parle d'une production pétrolière vénézuélienne de moins de 1 million de barils par jour. Je pense qu'on est à 900 et presque 70% s'envoient vers la Chine, justement. Alors, il faudrait augmenter cette production pour revenir peut-être aux 3 millions de barils par jour qu'on produisait dans les années 90 ou au début 2000 pour dire, OK, les États-Unis vont vraiment obtenir un bénéfice de cette invasion, de cette prise du pétrole vénézuélien. Mais est-ce que l'enjeu est là tout de même, Paul Cabanis, pardonnez-moi, cet enjeu pétrolier avec cet importateur principal qui est la Chine? La Chine est-elle finalement visée par cette intervention américaine? Très certainement, l'enjeu majeur du bras de fer qui est en ce moment entre Caracas et Washington, c'est le pétrole. Ça, il n'y a pas trop de doute dessus, hein, c'est les plus grandes réserves au monde, donc c'est quasiment un cinquième, près de 18% des réserves mondiales sont dans le sous-sol vénézuélien et quasiment pas exploitées en fait aujourd'hui. Beaucoup moins qu'avant en tout cas. Aujourd'hui, le Venezuela est sous embargo officiel américain pour le pétrole. Il arrive à faire passer en douce des pétroliers vers la Chine, vers la Russie, vers Cuba. C'est eux qui alimentent principalement Cuba en pétrole. Et la Maison-Blanche, elle n'a pas attendu en fait d'enlever Maduro du pouvoir pour pouvoir négocier des champs de pétrole. Sous Biden, il y avait un réchauffement des relations diplomatiques qui s'était fait avec Nicolas Maduro. Et il y avait, c'était en 2022, si je ne me trompe pas, des réunions secrètes qui étaient sorties dans quelques médias où des envoyés de la Maison-Blanche venaient négocier des contrats pour Chevron, la compagnie américaine, qui revenait exploiter les champs de pétrole de Maracaibo. Ça, c'est des choses qui se sont vues, c'était hier, hein, c'est il y a 3 ans. Aujourd'hui, alors, Donald Trump critiquait vivement Biden en disant voilà, il négocie avec Maduro, il veut rendre cette dictature encore plus riche, c'était sa rhétorique. Aujourd'hui, les champs qu'ont voulu exploiter Chevron, clairement, Chevron n'a pas pu continuer, donc ils demandent le retour de leurs droits énergétiques. Là, c'est la formule de Donald Trump. Après, la réalité du terrain à Maracaibo, on y est allé dans un documentaire qui s'appelle du coup Maduro du socialisme à la dictature, qui est publié demain sur Arte. C'est un état de déliquescence total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le champ et on a l'impression d'être dans Mad Max. On voit des puits de pétrole qui tombent, il n'y a plus les robinets, tout a été vendu à la ferraille. Enfin, il y a tout à faire. Il faut Comment l'expliquer? C'est le niveau de corruption? C'est les 10 dernières années. C'est ce qui est fascinant toujours au Venezuela, c'est qu'il y a toujours 2 versions. Une version gouvernement, une version opposition.
Le gouvernement va vous dire c'est parce qu'on est sous embargo américain, et l'opposition va vous dire, ce qui est quand même quelque chose qui est très probable, c'est une mauvaise gestion de la ressource et une corruption à tous les niveaux qui a fait qu'en fait ça devenait plus rentable de vendre des morceaux de puits de pétrole au ferraillage que de refaire la machine de production, quoi. Enfin, c'est assez ubuesque comme situation pour le pétrole. Par contre, je pense que aujourd'hui, ce sera jamais trop cher pour une compagnie pétrolière de reconstruire un puits de pétrole dans le plus grand champ pétrolier au monde, quoi. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez certain. Ça se négocie avec les compagnies américaines. Mais surtout, moi ça m'étonnerait énormément, je suis complètement d'accord avec vous, qu'une compagnie pétrolière refuse d'avoir une carte blanche dans le pays qui a les plus grandes réserves de l'or noir. C'est-à-dire que, et je reviens à Donald Trump, qui ce week-end, à nouveau, disait c'est dans un état lamentable. Ils savent ce que les Américains, ce qui les attend, lamentable. On va aller sur le terrain pour tout refaire, c'est-à-dire qu'on va mettre de notre argent, nous les Américains, et c'est la raison pour laquelle non seulement on va prendre les réserves pour le peuple vénézuélien, mais bien sûr pour nous, et en plus pour récupérer ce qu'on nous a déjà volé dans le passé, c'est-à-dire que quand Chavez a nationalisé les réserves pétrolières une fois arrivé au pouvoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire un nouveau système avec des pièces anciennes. À votre question de qu'est-ce qui se passe avec ce clan Maduro qui est toujours en place, c'est que si vraiment c'est une démocratie qu'on veut, on ne peut pas le faire avec les anciennes pièces. Mais je pense, vraiment je maintiens, c'est qu'on ne peut pas avoir non plus de démocratie quand c'est un autre pays qui le dicte à un autre pays. C'est-à-dire que ça doit venir de l'intérieur. Et ceci ne doit pas être interprété comme ma façon de dire que Maduro était un homme génial. Pas du tout, au contraire. Là où il le mérite, c'est d'être exactement en prison là où il est, mais pas de la façon où c'est arrivé. Après toutes les disparitions, après toutes les tortures, après toutes les corruptions, bien sûr que ce qu'il est là, c'est pas cet endroit. Mais les États-Unis aujourd'hui sont en train de nous montrer que le dysfonctionnement intérieur des États-Unis est en train de faire un dysfonctionnement international. C'est-à-dire que si nous ne répondons pas aux États-Unis aujourd'hui en disant que ce que vous faites est inacceptable et la loi de la jungle plutôt que la loi internationale, là on ouvre la porte à tout. Et les États-Unis n'est pas au-dessus du Venezuela. Les États-Unis n'est pas au-dessus de l'Union européenne. Il faut leur dire ça. Je veux ajouter juste, je suis d'accord avec vous. La récupération de la démocratie doit venir de l'intérieur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en juillet 2024 à travers les élections que Nicolas Maduro a volées. Alors, mais pour l'instant, il n'est pas question de calendrier de nouvelles élections. Non, il n'y a pas. Non, parce que on attend toujours que les élections de juillet 2024 soient reconnues et que Edmundo González Urrutia puisse revenir au poste de la présidence. Oui, je sais que c'est un peu naïf de penser comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais je veux dire que par la voie électorale, par la voie pacifique, par la voie intérieure que vous mentionnez, ça n'a pas été possible. Ça a été truqué, mais volé, etc. Mais ce serait pas possible non plus par la façon que finalement, c'est par la voie de la force que Nicolas Maduro a été dégagé. Je ne sais pas si finalement ça va devenir le changement de régime qu'on veut, peut-être pas, mais c'est vrai que le régime qui torture, qui a plus de 1000 prisonniers politiques en ce moment, là, maintenant que nous, on parle ici tranquillement à Paris, il y a 1000 prisonniers politiques dans les prisons vénézuéliennes. Il y a la torture, il y a les centres de détention arbitraire, il y a la prostitution forcée dans les prisons. Donc, c'est un régime criminel. Oui, c'est ça. Donc, et ça, il faut... Écoutez-moi, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je vous vois très préoccupé, et c'est normal, votre préoccupation pour le respect du droit international, mais les droits de l'homme, il ne faut pas les oublier. Je peux maintenant répondre? Le droit humain est intégralement à l'intérieur du droit international. La raison pour laquelle il y a la charte de l'ONU du droit international, c'est qu'il y a le droit humanitaire. Donc ça veut dire que si c'est la logique qu'on suit, moi je suis turco-américaine, le régime qui est en place en Turquie est en train de détenir des civils, est en train de faire la fraude pendant les élections. Donc dans ce cas, il faut que les États-Unis envoient quelqu'un pour enlever Erdogan. Et vous savez quoi? Les mollahs aussi. Mais vous savez quoi? Peut-être aussi le Groenland. Parce qu'il y a des réserves. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce que dit en tout cas Donald Trump, puisque la doctrine Monroe affirme que l'hémisphère occidental, c'est l'hémisphère d'influence des États-Unis. Et il parle de cette doctrine Monroe. Donald Trump, il a prédit d'ailleurs que le régime de Cuba tomberait après l'intervention américaine au Venezuela. On va l'écouter, Donald Trump.
Cuba est prêt à tomber. La Colombie est très malade aussi, dirigée par un homme dérangé qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Mais il ne va pas le faire bien longtemps, croyez-moi. Frédéric de Sagnon, alors justement, votre réaction, est-ce que Cuba va tomber? Est-ce qu'il va y avoir un effet domino? On parle de politique de la force versus la politique du droit, le respect du droit international. Est-ce que Cuba va tomber? Est-ce que derrière, Donald Trump va s'en prendre à la Colombie? On sait déjà que c'est un peu sa bête noire, Gustavo Petro, qui est un ancien guerriero, qui lui est le président colombien. Alors, s'agissant de la Colombie, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections qui sont prévues en Colombie au printemps prochain, au mois de mars, et que donc Donald Trump pourrait arriver à ses fins, c'est à savoir un gouvernement libéral, entre guillemets, et de droite qui prennent le pouvoir à Bogota dans 3 mois. Effectivement, je pense que le document de stratégie nationale qui a été publié par l'administration Trump il y a quelques semaines contient des indications sur ce qui s'est passé ou ce que souhaitent faire les États-Unis dans leur hémisphère, l'hémisphère occidental, dénier à quiconque de contrôler ou d'influer sur des intérêts vitaux ou des ressources vitales à la sécurité des États-Unis, là on pense au pétrole par exemple, et d'autre part, qui affirme la prééminence des États-Unis pour orienter les affaires de cet hémisphère. Et avec le coup de force ou l'exfiltration de Maduro, il y a sans doute la vision à plus ou moins court terme de rétablir ou d'établir un régime qui soit favorable aux intérêts américains dans la vague de tout ce qui s'est produit en termes d'élections sur le continent latino-américain depuis plusieurs mois, où du Chili à l'Équateur, en passant par le Honduras dans des conditions plus que controversées, des présidents de droite ont accédé au pouvoir et se montrent de fidèles alliés des États-Unis. S'agissant de Cuba, dont je ne suis pas spécialiste, je pense que le morceau est autrement plus coriace et que probablement que les Russes auraient, comment dirais-je, des objections assez fortes à faire valoir, ce que visiblement n'ont pas trop fait dans le cadre du Venezuela. Mais encore, l'affirmation de ces zones d'influence dans la stratégie de sécurité nationale américaine fait un peu l'affaire des Russes et des Chinois qui peuvent se dire qu'ils ont leur propre zone d'influence à défendre, à maintenir, et que ça leur donne un certain degré de flexibilité, de liberté d'action, chacun pour les concerne dans sa zone d'intérêt respectif. Donc elle vous semble dangereuse, cette politique de sphère d'influence, ce retour de la doctrine Monroe? Le retour de la doctrine Monroe, s'il se fait au détriment des valeurs démocratiques et du droit international, naturellement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Paul Cabanis, vous pensez, vous, qu'il risque d'y avoir un effet domino? Donc on parlait de Cuba, quid de Cuba? Je pense que c'est extrêmement préoccupant aujourd'hui de voir que les États-Unis sont capables d'agir quasiment sur un coup de tête de leur président pour défaire un président aussi légitime qu'il soit. Dire que Gustavo Petro, faire entendre qu'il est légitime alors qu'il est élu, démocratiquement élu en Colombie, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Demain, ce sera peut-être Lula au Brésil. Lula qui est clairement élu sans qu'il y ait de fraude au Brésil massive à déclarer. Enfin, c'est un pays démocratiquement qui fonctionne, le Brésil. Et vers où on va en fait? Vers où on va si on assume qu'il est normal qu'on enlève de cette manière un président et qu'on menace le président d'à côté, ou autant tout le monde s'accorde à dire que Nicolás Maduro est un dictateur. Petro, c'est quand même pas la même histoire. Alors s'en prendre à lui avec la formule à la Donald Trump assez vulgaire, c'est quand même quelque chose que je trouve extrêmement grave pour tous les pays latino-américains. Intéressant ce qui vient de nous parvenir, Aïssegul Serge, je vais vous faire réagir. 33% des Américains qui approuvent l'intervention américaine au Venezuela, donc 33%, c'est un tiers. Et puis 72% qui craignent, au contraire, que les États-Unis vont être trop engagés au Venezuela. Donc on voit que les Américains ne soutiennent pas ces aventures extérieures, comme ils les appellent, y compris d'ailleurs au sein du groupe MAGA.
C'était en un sens l'une des promesses de Donald Trump pour son deuxième mandat, c'est-à-dire que qu'il y aurait la guerre partout, intéressant, la paix partout, y compris en Ukraine en 24 heures, que les États-Unis ne sera jamais involved dans d'autres pays Impliqué. ce que Joe Biden avait fait, par exemple, en Afghanistan, etc., en retirant les troupes. Aujourd'hui, 60% des Américains ne sont pas contents de la présidence actuelle, c'est-à-dire de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, cette année, dans quelques mois, il y a des élections mi-mandat. Il y a les élections de mi-mandat, et c'est quand même assez possible, après, il ne faut pas avoir beaucoup de confiance dans les sondages, que ce soit les démocrates qui remportent le Congrès. Donc il y a un shift qui est en train de devenir. Moi, je pense que là, ce que Trump fait, c'est ce que les Américains font tout le temps. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tous les autres pays sont leur arrière-cour et qu'ils ont accès à tous ces pays. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Moyen-Orient et que ce soit en Asie. Et que en un sens, c'est ce qu'il essaye de dire aussi en disant le Canada est le 51e État américain. C'est-à-dire qu'en faisant ce qu'il est en train de faire au Venezuela, ce qu'il appelle l'hémisphère sud, c'est qu'il est en train de dire les États-Unis, l'Amérique, pour lui, c'est pas que les États-Unis, c'est tout le continent. Et ça fait partie des intérêts américains. On va l'écouter, Donald Trump. Qui leur appartiennent, lui appartient. On va l'écouter justement sur le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un endroit absolument stratégique. À l'heure actuelle, le Groenland est couvert par les navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et je peux vous dire que le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Andrea Flores, votre réaction? Le Groenland ferait partie donc de ces sphères occidentales finalement et de ses intérêts vitaux pour les États-Unis. C'est ce que dit Trump. Donc pourquoi pas une intervention militaire ou enfin une intervention américaine? Ouais, je ne sais pas, je pense qu'on est en train d'anticiper trop ce qui peut se passer. Je pense que oui, il y a eu beaucoup de menaces auparavant de Donald Trump qui finalement ont servi comme un moyen de pression pour obtenir quelque chose du côté commercial, par exemple. Donc je oserais pas de dire oui, les États-Unis vont envahir Groenland demain. Enfin, je préfère attendre, voir ce qui va se passer déjà au Venezuela et après on verra. Il y a suffisamment d'incertitudes au Venezuela. Monsieur l'ambassadeur, sur justement la déclaration de Donald Trump sur le Groenland, donc on parle de Cuba, l'Amérique latine, mais le Groenland, ça fait partie aussi de cette sphère occidentale pour le président américain. On voit que la première ministre danoise est inquiète, elle l'a dit. Si les États-Unis attaquaient un pays de l'OTAN, a-t-elle dit aujourd'hui, ça serait la fin de tout. Donc, ça lui semble possible. Alors, les déclarations sur le Groenland sont naturellement parfaitement inadmissibles, et ce, d'autant plus entre alliés ou supposés alliés au sein de l'OTAN. Moi, personnellement, je ne crois pas à une intervention militaire américaine au Groenland. Groenland, rattaché au Danemark, pays membre de l'Union européenne. Et en revanche, comme cela a été dit précédemment, certes, fait des pressions, des menaces de manière à obtenir quelque chose. Quelque chose, c'est un avantage stratégique, des intérêts qui soient facilités en termes d'accès aux terres rares et aux ressources énergétiques et minières du Groenland, certainement. Mais pour revenir juste un instant sur le Venezuela, notre objectif, évidemment, que le rétablissement d'un régime démocratique dans ce pays à travers des élections. Mais pour mener des élections, parce qu'on ne peut pas imaginer que les résultats de 2024 puissent être proclamés en donnant vainqueur le candidat de l'opposition. On n'a pas de chiffres, il n'y a pas de procès-verbaux des bureaux de vote. Donc il faudra convoquer de nouvelles élections. Ça va prendre du temps. Ça suppose qu'il y ait une administration et un système qui le permettent, qui l'organise de manière transparente et libre. Et aussi, ça suppose que l'on révise les listes électorales. Elles ne sont absolument pas à jour. Elles sont fallacieuses. Vous avez 8 millions de Vénézuéliens qui ont émigré, qui ont quitté leur pays du fait de l'insécurité, de la répression et du désastre économique. Ils ne sont pas tous en âge de voter, mais vous avez plusieurs centaines de milliers d'électeurs auxquels a été dénié le droit de s'inscrire sur les listes électorales que sont tenues dans les ambassades et les consulats vénézuéliens à l'étranger. Donc, ne serait-ce que pour permettre à ces Vénézuéliens de pouvoir exercer leur droit de vote en s'inscrivant, ça va prendre des années, ça va prendre des mois, pardon. Ça va prendre aussi
ça va rendre nécessaire qu'il y ait une autorité électorale, un conseil national électoral qui actuellement est aux mains du régime, il est parfaitement illégitime et parfaitement injuste. Il faudra reconstituer cette administration électorale et un système de vote régulier, transparent et libre. Andrea Flores, quel est votre espoir justement de voir la démocratie au Venezuela Oui, non, mais je voulais juste revenir. ajouter que les procès-verbaux existent, que les chiffres existent, et les procès-verbaux sont au Panama. Le gouvernement de Panama s'est porté garant justement de ces documents qui prouvent la victoire d'Edmundo González Urrutia. Mais je suis d'accord avec l'ambassadeur quand il dit que pour des nouvelles élections, il faudrait que le Conseil national électoral soit nettoyé, si vous voulez, et que le gouvernement de Maduro et le clan Maduro, comme vous l'avez bien dit, n'est pas la main dessus, parce que ce ne serait pas un Conseil national électoral juste et équilibré. Mais bon, j'ai toujours l'espoir que ces élections de 2024 seront reconnues. Paul Cabanis. Pour moi, je pense que cette démocratisation c'est ce qu'on souhaite du fond du cœur au pays, qu'il puisse se démocratiser. Aujourd'hui, ils sortent de 26 ans de régime chaviste qui s'est extrêmement durci sous Nicolás Maduro, qui avait beaucoup moins de légitimité que son mentor Hugo Chavez. Aujourd'hui, une élection libre au Venezuela, sachant que toutes les aides sociales, il y a toujours une instrumentalisation politique de l'aide sociale, il y a tout un réseau qui existe au sein de la population qui fait que c'est très difficile de faire revenir ce que nous on considère comme des choix démocratiques, c'est-à-dire vous choisissez pour celui qui soutiendra la politique que vous voulez au pouvoir de votre pays. Aujourd'hui, quand il y a des élections au Venezuela, vous allez voir des choses qui n'existeraient pas dans une démocratie, des stands du parti chaviste à l'entrée des bureaux de vote, des gens qui dépendent tous du parti chaviste qui tiennent les urnes. Enfin, c'est des choses qui seraient impensables dans une démocratie. Qui ne peuvent pas disparaître. Comme ça, d'un claquement de doigts, c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Paul Cabanis. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur Frédéric de Sagno. Andrina Flores, Aïssegoul Sört, merci d'avoir été présente dans ce débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je vous dis à demain.